Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Thierry Carcenti, directeur du CRIFPE, et il me fait plaisir de vous inviter à cet autre webinaire animé par Thomas Rajotte. Et sa présentation s'intitule La recherche expérimentale en éducation. Quel devis utiliser, quel biais contrôler? Thomas va nous faire une présentation d'environ 35 minutes. S'il y a des questions majeures, je vais l'interrompre. Sans quoi, à la fin, comme vous l'avez peut-être entendu au début quand on discutait, je fais une synthèse des questions reçues dans un document Word et je les pose à Thomas à la toute fin. Alors, Thomas, la parole est à toi. Si jamais il y avait un problème technique par courriel, je t'envoie mes coordonnées personnelles aussi. Parfait. Alors, bonjour Bon à tous. webinaire. Merci. Bonjour à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je me présente, mon nom est Thomas Rajotte. C'est un plaisir pour moi d'être ici devant vous afin d'effectuer le webinaire dans le cadre des séminaires du CRIFPE. Présentation intitulée La recherche expérimentale en éducation. Quel devis utiliser? Quel biais contrôler? Alors, le plan de la présentation est relativement succinct. Dans un premier temps, je vais parler des méthodes d'acquisition des connaissances, des méthodes permettant d'expliquer des phénomènes. Ensuite, je vais enchaîner en parlant des différents devis de recherche quantitatifs. On va poursuivre en abordant les protocoles de recherche expérimentale, c'est vraiment le vif du sujet, ainsi que les sources d'invalidité que les différents protocoles permettent de contrôler. Ça marche? Alors, pour débuter, je vais parler des méthodes d'acquisition des connaissances, des méthodes pré-scientifiques qui permettent, oui, d'acquérir des connaissances, mais aussi d'expliquer des phénomènes. Alors, première méthode qu'on dit pré-scientifique, les méthodes primaires. Ça, c'est lorsqu'on parle de toute l'obstination, quand tu as des superstitions, par exemple, les soirs de pleine lune, il se produit quoi? Plus d'hospitalisation, il y a un plus grand nombre de crimes, plus de vols à l'étalage. Un exemple qu'on avait de superstition, c'est le mois passé, on disait hey, les vendredis 13, il nous arrive plein de mauvaises choses. Bien là, on disait en 2020, vendredi 13, c'est très grave. Côté bad luck, là, en termes familiers. Donc, si on regarde les façons d'expliquer les phénomènes avec l'obstination, c'est des façons qui relèvent de croyances qui sont non fondées sur des faits. Ensuite, on va aussi parler dans l'ordre du primaire de la méthode qui relève de l'intuition, tout ce qui est de l'évidence, l'absence de raisonnement. C'est comme ça parce que c'est comme ça. Est-ce qu'on répond pourquoi? Non. On dit juste c'est comme ça. Il y a aussi tout ce qui relève des arguments autoritaires. Lorsqu'un expert, un ministre ou un média va dire quelque chose. Par exemple, en octobre dernier, il y avait Donald Trump qui parlait Hey, la remdesivir, c'est bon pour protéger de la COVID. La communauté scientifique, surtout dans l'aspect médical, disait non, c'était peut-être un mauvais choix. Il n'y en a pas tant de preuves qui disent que c'est bon le remdesivir. Finalement, c'est pas si mal, là, mais c'est vraiment des arguments autoritaires. Le président dit quelque chose. Même chose sur la fraude dans les élections américaines. Donald Trump dit qu'il y a de la fraude. Bien là, les gens peuvent croire ça parce que c'est un argument autoritaire. Là, juste vous dire les images que je mets là. Pour faire plaisir à une de mes collègues, là, aussi, ça fait partie de la façon de faire, mais c'est toutes des images libres de droit qui sont prises avec la licence Creative Commons sur le site Pexabay ou Pexel. Donc, c'est peut-être pas toujours les meilleures images, mais elles sont libres de droit. J'ai travaillé fort pour ça. Je poursuis sur les méthodes pré-scientifiques, les arguments qu'on dit de secondaires, donc tout ce qui relève des raisonnements, des analogies, des syllogismes, quand tu déduis quelque chose à partir de deux propositions. Un exemple, les gens qui utilisaient le gel désinfectant contre la COVID, puis ils se disaient hey, c'est bon pour tuer la COVID sur ma peau, sur mon derme ou pour les mains. Bien, si c'est bon pour tuer la COVID sur ma peau, c'est bon aussi pour tuer la COVID dedans moi. Puis là, les gens pouvaient boire du gel désinfectant, puis ça amenait un peu, ça crée des décès. Méthode pré-scientifique d'ordre tertiaire, tout ce qui relève de l'expérience. Moi, à la mi-trentaine, je vous dis l'expérience, ça peut être une bonne façon d'acquérir des connaissances, mais ça reste une méthode pré-scientifique. Ça va, je poursuis. Donc, juste vous dire les méthodes d'acquisition des connaissances ou les façons d'expliquer des phénomènes. On a les méthodes pré-scientifiques d'ordre primaire, secondaire, tertiaire. À tout ça s'ajoutent les méthodes scientifiques, notamment les recherches exploratoires historiques, donc la recherche historique, les études de cas. Tu vas avoir les devis ou les études descriptives ou corrélationnelles, avec, oui, les études corrélationnelles, les études génétiques ou comparatives, et tu as des études causales expérimentales. Et par-dessus ça, ce que tu pourras avoir, c'est les méta-recherches que j'ai mis en bas de la diapositive. Toutes les méta-analyses, ça, c'est lorsque tu prends plusieurs études qui touchent au même thème et que tu relèves ou tu dégages des constats avec ce groupe d'études-là. Une meilleure chose que les méta-analyses, des méga-analyses. Ça, c'est lorsque tu prends plusieurs méta-analyses et que tu dégages des constats par rapport à ça. Un exemple de méga-analyse qui a eu un bon impact dans le milieu de l'éducation, là, je lis le livre, le Visible Learning de John Hattie.
Ça fait une dizaine d'années, mais ça a eu un gros impact. C'était une méga analyse. Juste pour dire pour le projet de recherche, je vais me concentrer sur parler rapidement des devis descriptifs et corrélationnels et je vais approfondir la recherche expérimentale causale. C'est vraiment le vif du sujet que je vais amener. Par ailleurs, avant d'aller là-dessus, je veux juste parler des méthodes pré-scientifiques et des méthodes scientifiques. On peut voir qu'il y a un grand fossé entre les méthodes pré-scientifiques et les méthodes scientifiques. Une façon de créer un pont entre ces méthodes-là, c'est de jouer le rôle de vulgarisateur scientifique. Plusieurs vulgarisateurs sont connus, notamment, je n'avais pas l'image, c'est une image libre de droit, donc il n'y a pas de visage, mais Martin Carly, un bon vulgarisateur, un enseignant biochimiste, qui est aussi le co-animateur de l'émission Génial, qu'on peut voir, ça passe à l'écran. Et il y en a d'autres qui sont bons, qui sont connus, mais qui ont vécu certains défis, notamment le pharmacien, je parle de M. Olivier Bernard. Juste vous dire, c'est important de créer, d'après moi, un pont entre les méthodes pré-scientifiques et les méthodes scientifiques. Pourquoi? Les méthodes pré-scientifiques, ça peut amener certaines dérives. Puis, le pharmacien, Olivier Bernard, en a parlé. Quelques exemples rapidement. Rituel de sudation, Chantal Lavigne. Ça, c'est quelqu'un qui référait un argument autoritaire, qui avait un peu une sorte de gourou ou de chef spirituel et qui a fait un rituel de sudation. Rapidement, un rituel de sudation. Tu te prends une hutte ou une genre de hotte là, qui conserve la chaleur. Là, tu mets beaucoup de chaleur là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait, Chantal Lavigne? Elle s'est mis le corps rempli de boue. Elle a mis des bâches de plastique, des couvertures. Elle avait très chaud. Et chacun de ses organes a arrêté de fonctionner un après l'autre. Donc, elle est décédée. Donc, juste dire, les méthodes pré-scientifiques peuvent amener des dérives et un peu la mort. Ça c'est pas mal le pire. Un autre événement qui a fait les médias, les injections de vitamine C. Ça, c'était l'année passée. Il y avait une pétition, 120 000 personnes qui disaient que les injections de vitamine C pouvaient être une bonne idée pour guérir des formes de cancer. Le pharmacien, ce qu'il disait, c'est attendez un peu, on n'a pas de données probantes pour justifier des dépenses par rapport à ça. La levée de bouclier du pharmacien a créé un peu un tollé dans les réseaux sociaux. Là. Il s'est fait un peu brasser. Ça a amené un retrait de la vie professionnelle pour quelques mois. Mais la bonne nouvelle derrière ça, c'est qu'au mois de novembre 2019, le pharmacien a reçu le prix John Maddox, qui est associé à l'OSBL, qui s'occupe de la revue Nature, qui est pas mal prestigieux, selon mes critères. Et puis, le prix John Maddox, c'est pour le vulgarisateur scientifique qui amène une grande portée, malgré, ou qui a une grande portée pour le public, malgré l'adversité. Donc, ça, c'était une bonne nouvelle, injection de vitamine C. Et dernier exemple, les Goop Labs, ça, c'est sur Netflix. C'était les séries qui est promue par Gwyneth Paltrow. Les scientifiques ont levé le bouclier par rapport à ça parce qu'il y avait des pratiques qui étaient proposées qui pouvaient amener des problèmes, notamment des thérapies dans le froid extrême. Ça peut être un problème, ainsi que là, il y avait d'autres choses. Là, il était proposé d'insérer l'insertion d'œufs de jade pour contrôler les cycles menstruels, l'insertion dans les orifices. Donc, la communauté scientifique disait que ce n'est pas parce qu'on vous propose ça que c'est un bon choix. Ça va? Donc, je vais ramener ça sur les méthodes scientifiques d'acquisition des connaissances. Considérant le temps qu'on a, je vais parler rapidement des différents devis de recherche quantitatifs pour l'acquisition des connaissances avec les méthodes scientifiques. Donc, devis descriptif, corrélationnel, expérimental. On travaille surtout sur le devis expérimental après. Ça fait partie du titre de la présentation. Là. Donc, maintenant, si je parle des devis descriptifs de recherche, ce qu'on dit, c'est que les devis descriptifs de recherche visent à fournir un portrait détaillé des caractéristiques de personnes, d'objets, d'événements ou de populations. Tu as différentes analyses que tu peux utiliser, les moyennes, modes, médianes, des mesures de dispersion, les fréquences, donc les rangs quartiles, les rangs déciles, les rangs centiles. Juste mentionner que les rangs centiles, c'est surtout utilisé pour les tests standardisés d'évaluation, avec des écarts-types aussi. Sinon, il y en a qui me disaient les rangs centiles, ça veut-tu dire grand-chose? Pour des parents, notamment quand on regarde, quand on veut comparer un enfant par rapport à sa grosseur, là, son poids ou sa grandeur, les rangs centiles, ça peut être très significatif pour des parents. Là, mon image, ce n'est pas la meilleure, là, encore une fois, était libre de droit. Des analyses de fréquence, des exemples, ça peut être utilisé dans le domaine de la recherche. Là, j'ai pris une image sur Santé Canada. Ça fait un peu de temps. Là, depuis la deuxième vague, la fréquence, ou en tout cas le nombre de cas de COVID augmente assez vite pendant la deuxième vague. Mais ça pourrait être ça, des analyses de fréquence. Tu dis, on regarde le nombre de
cas de COVID par tranche d'âge et par sexe, puis ça nous fait une idée. Là, ici, ce qu'on peut dégager, finalement, il y aurait plus de gens qui ont la COVID, qui ont 80 ans et plus. Donc, ça serait un exemple. Un autre exemple qui est issu d'un collègue que j'adore à l'Université de Montréal, un collègue de justement Thierry Kersenti, là, Sébastien Belland. Mais il proposait ça, des exemples d'analyse de fréquence ou de recherche qui impliquaient des analyses de fréquence qui sont parlantes, en lien avec l'attirance que des femmes auraient pour un homme, en tout cas de l'attirance pour différents visages selon le niveau de pilosité. Là, ce qu'on voyait, c'est les gens qui auraient le visage numéro 2, là, le deuxième par rapport à si je pars de la gauche, là, ça serait ça qui attire le plus pour une relation à long terme, mais si tu te posais la question répondant finalement, quel visage est peut-être le plus désiré pour une relation à moins long terme, une nuit ou une journée, là, les visages 3 et 4 étaient ciblés. Donc, c'est une idée de Sébastien Belland. Là, j'aurais pu faire un sondage Zoom, mais c'est pas moi qui ai créé le Zoom, donc il n'y a pas de sondage pour les participants. Autre chose que j'ai appris justement de Sébastien, quand tu regardes des analyses de fréquence, je vais clore les analyses descriptives par rapport à ça. Là. Importance de considérer le paradoxe de Simpson. Pourquoi? C'est que les statistiques qu'on vous présente, ça peut leurrer l'individu. Parfois, le communicateur va faire, peut-être ça va être inconsciemment, mais il pourrait faire exprès pour leurrer son public avec ses statistiques. Donc, un exemple de paradoxe de Simpson, tiré du baseball majeur. Tu compares deux joueurs de baseball pour leur moyenne au bâton, Derek Jeter et David Justice. Si tu regardes les pourcentages de réussite quand il frappe la balle, là, pour avoir des coups sûrs, tu vas dire hey, David Justice il est meilleur. En 95, il y a 25,3 %. En 96, il y a 32 %. Si j'étais un DG d'une équipe de baseball et que j'avais des millions à dépenser, j'engagerais le joueur numéro 2. Là, tu peux dire, on va aller approfondir ça un peu. Si je regarde les fréquences dans le détail, là, rapidement, Derek Jeter, y a-t-il vraiment 25 % de réussite en 95? Là, tu regardes, ben oui, 12 frappes sur 48. C'est ça. C'est des statistiques qui sont réelles. Ça peut se googler en passant. Donc, tu regardes ça, mais là, si tu mets tout ça ensemble, le nombre de réussites en 95-96, si tu mets tout ça dans le même panier, ben, tu t'aperçois que ta conclusion est inversée. Finalement, Derek Jeter, que tu aurais dit, j'engage pas, je vais prendre le numéro 2, un plus grand taux de réussite ou un plus grand taux de coup sûr si tu considères l'ensemble de ses apparitions au Boston pour les 2 années. Donc, ce que je disais, c'est important de considérer le paradoxe de Simpson parce que les statistiques qu'on peut te présenter, ça peut leurrer l'auditoire. Et il y a des cas où, encore une fois, ça peut se googler là, si vous faites des recherches, mais il y a des cas de recherche dans le domaine de la médecine où les recommandations étaient inversées si on considérait ce type de paradoxe-là. C'est arrivé au moins une fois, là, mais vous pourrez faire vos recherches si ça vous intéresse. Donc, je poursuis avec les devis corrélationnels. Juste vous dire, les devis corrélationnels, ce qu'on veut, c'est approfondir les relations entre différentes variables. Dans les devis corrélationnels, les variables sont étudiées et analysées sans qu'il y ait de manipulation ou de contrôle sur le plan expérimental. Donc, les analyses que tu vas utiliser souvent dans ce type de devis-là, les analyses de corrélation ou des analyses de régression. Des exemples, j'avais pris une recherche, c'était avec la santé publique en Ontario. J'aurais peut-être dû fouiller plus et aller dans la santé publique du Québec, là, mais je ne l'ai pas fait. Mais on allait voir quels sont les facteurs qui sont liés aux problèmes ou aux grands cas de COVID, ou les facteurs les plus aggravants de la COVID qui vont amener une hospitalisation et peut-être des dangers de décès. Là. Donc, la santé publique de l'Ontario disait, là, les pathologies pulmonaires, c'est peut-être le facteur le plus à risque pour avoir des gros problèmes de COVID. Avoir le diabète, c'est une mauvaise chose. L'obésité morbide, donc l'obésité, mais vraiment trop, ça peut être un problème si tu as la COVID. Et des pathologies cardiaques aussi est un facteur aggravant. Un autre exemple de recherche dans un devis corrélationnel que j'avais fait dans le cadre de... C'était lié à ma thèse là, à l'époque. On voulait mettre à l'épreuve le diagnostic du TDAH, donc le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc les élèves qui sont montés sur des ressorts ou les élèves qui n'écoutent pas beaucoup quand on leur parle. Là, on voulait voir si ce diagnostic-là, c'est un bon prédicteur du rendement à résoudre des problèmes mathématiques. Et ce qu'on a fait dans l'étude, quand on a considéré le diagnostic du TDAH comme facteur seul, pour voir, on était capable d'expliquer 7 % de la variance à résoudre des problèmes en mathématiques. Donc là, 7 %, c'est pas mauvais. Ça fait peut-être la différence entre un A+ et un A-. Par contre, lorsqu'on considérait d'autres variables qui pouvaient jouer sur la résolution de problèmes,
le diagnostic du TDAH était retiré du modèle de régression, donc c'était un facteur qu'on ne considérait pas dans nos analyses statistiques, mais tu avais d'autres facteurs explicatifs qui étaient plus importants. Notamment, les habiletés en lecture justifiaient 14 du rendement, de la variance là, à résoudre des problèmes. Le genre est important, le seuil de faible revenu de la famille, le niveau d'attention sélective des élèves jouait et son niveau d'amotivation aussi. Ça va? Donc, je vais dans le vif du sujet, les devis expérimentaux. Troisième grand type de devis. Donc, ce qu'on dit, c'est que la recherche expérimentale va être utilisée lorsque tu veux établir une relation de causalité entre une ou plusieurs variables dépendantes. Dans ce type de devis-là, tu vas mesurer les effets d'une intervention ou d'une manipulation expérimentale. Donc, tu as différents devis expérimentaux que tu peux utiliser, ça fait partie du titre de la présentation, pour opérationnaliser ton projet. Puis selon la rigueur de ton devis respectif, tu vas contrôler différentes sources d'invalidité ou non. Donc, différents devis tirés de l'ouvrage de La Douceur et Bégin. Des devis pré-expérimentaux, quasi-expérimentaux ou expérimentaux. Dans les devis, tu as différents symboles. Les symboles, c'est surtout des X ou des O. Il y a des R aussi. Et tu as différentes sources d'invalidité que tu vas contrôler ou non selon la rigueur de ton défi. Avant d'aller plus loin, là, je veux juste dire, on a des X, des O, ça peut être un peu difficile à comprendre. Donc, pour parler des schémas, des devis, comment on exprime ça, l'analogie que j'ai pensée, c'est d'amener ça avec des hiéroglyphes. Là, on dit, hey, des hiéroglyphes, est-ce que je suis capable de faire du sens à ça? Si on me posait la question dans l'auditoire, je dirais, hey, hiéroglyphes, ça fait pas de sens, mais c'est beau à voir, c'est des beaux dessins, des belles gravures. Mais si je suis capable de les décoder, si je comprends ce que ça veut dire chaque symbole, là, ça va me donner du sens. Même chose sur des glyphes mayas. Si je ne suis pas capable de décoder ça, je vais avoir une appréciation plus esthétique, mais en comprenant ce que ça veut dire chaque symbole, chaque gravure, je vais pouvoir donner du sens au message. Donc, c'est ça mon idée d'analogie. Je ne sais pas si c'est bon. Mais je vais parler un peu de c'est quoi les symboles pour représenter les devis expérimentaux. Donc, si on regarde le devis de Solomon, tu as des O, des R, des X et différentes lignes. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que chaque O représente une prise de mesure, la passation d'un questionnaire. Le X, une intervention ou une manipulation expérimentale. Le R, ça c'est parce que c'est de l'anglais, là, ça réfère à la randomization, l'assignation aléatoire des participants dans tes différents groupes d'études. Puis de retenir que chaque ligne correspond à un groupe de participants à l'étude. Pour expliquer ça un peu, je donne un exemple, c'est vraiment la maîtrise que j'ai faite à l'époque, là, ça fait plus de 10 ans. Dans ma maîtrise, on voulait évaluer l'effet d'un programme scolaire d'une durée d'environ 3 mois d'enseignement des échecs sur le rendement des élèves à résoudre des problèmes en mathématiques. Le devis qu'on utilisait, devis quasi expérimental, pré-test, post-test avec groupe témoin non équivalent. C'est un devis qui se représente comme ça. Une colonne de haut, un X, seulement sur la première ligne, et une deuxième colonne de haut. Comment qu'on explique ça? C'est que chaque ligne représente un groupe d'études. Le premier groupe, groupe expérimental, et ça, c'est le groupe qui reçoit l'intervention. Nous, c'est les élèves joués aux échecs de manière intensive en classe pendant 3 mois. Et tu compares à un autre groupe, le groupe contrôle, qui, lui, n'a pas le X, donc il n'y a pas d'intervention. La première colonne de haut correspond à un pré-test. Ça, c'est que tu prends une prise de mesure. Je vais aller voir le rendement des élèves à résoudre des problèmes avant de commencer mon intervention pour le groupe expérimental, donc avant que les élèves jouent justement aux échecs. Puis après ça, j'ai une autre prise de mesure, le post-test, la deuxième colonne de haut. Le post-test, c'est je vais aller voir encore une fois le rendement des élèves à résoudre des problèmes en mathématiques. Et ce que je vais faire avec ce type de devis-là, c'est que je vais comparer les résultats au pré-test par rapport à ceux obtenus au post-test. Et cette comparaison va se faire en disant s'il y a une augmentation des élèves, du rendement à résoudre des problèmes des élèves qui jouent aux échecs, est-ce que cette augmentation-là est plus significative ou est-ce qu'elle est plus grande que des élèves du groupe contrôle qui, eux, n'ont pas joué aux échecs? Ça va? Donc, ça ressemble à ça, les symboles. Ce qu'on dit que dans la recherche quantitative, la notion de validité interne est très importante. Donc, une bonne validité interne va faire en sorte que tes résultats vont être uniquement attribuables aux variables que tu manipules en tant que chercheur. Là, l'idée, ça pourrait être de dire, prends le devis le plus solide pour contrôler les différentes sources d'invalidité interne qui vont faire en sorte que les résultats ne relèvent pas de ton intervention. Dis oui, ça peut être une bonne chose de prendre les meilleurs devis, mais souvent, tu as des limites comme chercheur.
Les limites, ça va être soit l'argent ou soit le temps. Mais souvent, ça va être les deux. La limite, c'est le temps et l'argent ensemble. Donc, ça fait en sorte que tu es obligé de ne pas prendre le devis le plus optimal. Ça va? Il y a différentes sources d'invalidité interne à la recherche. On en a ciblé 9. Moi, mon plan, c'est de les présenter successivement, mais en ramenant un exemple de recherche, puis en vous disant, est-ce que l'exemple de recherche qu'on vous présente, l'exemple de devis, contrôle ou non ces sources d'invalidité interne-là? Donc, mon plan, là, vous me direz après dans le chat si c'est un bon plan. Donc, je reviens sur un exemple de recherche. Je modifie un peu la maîtrise que j'avais fait, là, mais le but de la recherche, évaluer les effets de la pratique scolaire dans des jeux d'échecs en classe sur la motivation scolaire des élèves. Là, j'ai un petit peu changé, ce n'est pas ma vraie maîtrise, mais là, je dis, on regarde, est-ce que le jeu d'échecs augmente la motivation scolaire des élèves? J'ai 2 groupes dans mon étude, 100 élèves qui vont jouer aux échecs à toutes les semaines pendant 3 mois de manière intense et 100 élèves qui ne vont pas jouer aux échecs. Je fais 2 prises de mesure, une prise de mesure avant mon programme sur le jeu d'échecs, puis une prise de mesure après. Donc, si je regarde les sources d'invalidité, je vais en présenter 3 ou 4, puis après ça, on va dire si on contrôle les sources d'invalidité avec le devis. Première source d'invalidité interne qui peut exister pour le projet, les attentes ou les attributs de l'expérimentateur ou du participant. Donc, ce qu'on dit, c'est que c'est possible que les élèves, les participants à la recherche, apprécient beaucoup l'expérimentateur et tentent de plaire à celui-ci en surperformant au questionnaire, ou s'ils veulent déplaire à l'expérimentateur pour différentes raisons, ils pourraient être tentés de sous-performer. C'est ce qu'on appelle la désirabilité sociale. Ce qui est important de mentionner, c'est que peu importe le devis de recherche que tu vas utiliser, tu ne pourras pas vraiment contrôler cette première source d'invalidité-là. Ce que tu vas devoir faire, c'est réfléchir à ça en tant que chercheur pour poser des questions ou en parler dans ton interprétation. Deuxième source d'invalidité qui existe, la maturation des sujets. Tu fais un projet sur 3 mois, bien là, la question, c'est est-ce que l'effet que je vais voir de mon intervention, est-ce qu'elle découle de l'intervention que je fais, exemple le jeu d'échecs, ou d'une maturation cognitive, le fait de croître biologiquement, là. Donc, est-ce que le cerveau se développe pendant l'intervention, la durée d'intervention? Donc, s'il y a une maturation cognitive, ou ça pourrait être une maturation affective. Donc, le fait que les participants vieillissent sur la période de l'intervention ou de la période de la recherche, est-ce que c'est ça qui joue sur tes résultats? Tu dois te poser cette question-là. Une autre source d'invalidité, les facteurs historiques ou l'expérience des vécus par les participants. Donc, oui, tu veux faire un projet pour voir est-ce que le jeu d'échecs, c'est bon pour résoudre. Ben non, c'est bon pour la motivation scolaire. Ben, OK, tu vas faire ton projet, mais peut-être que ce n'est pas la recherche sur la motivation scolaire qui est importante. C'est peut-être parce qu'il y a un programme parascolaire de kinball, puis c'est le kinball en parascolaire qui augmente la motivation scolaire de tes élèves. Donc, il y a peut-être des expériences qui sont vécues à part du protocole de recherche qui vont expliquer les résultats obtenus. Ça va? Dernière petite source d'invalidité. Après ça, je vais faire un petit retour là-dessus. La défection des participants. Juste vous dire, ça se peut que les participants quittent votre protocole de recherche au fil du temps. Dans le milieu du primaire, c'est possible que le parent décide de retirer son consentement avec le temps, mais ce qui est le plus probable, c'est que si tu fais un pré-test ou un post-test, c'est possible que l'élève soit juste absent de la classe au moment où tu vas faire ta passation de ton questionnaire. Donc, si l'élève est malade, s'il est en vacances ou peu importe, c'est un participant qui quitte ton projet. On souhaite à tous qu'il n'y ait pas trop de défection des participants. Sinon, ça amène à avoir des analyses plus spécifiques pour gérer les données manquantes et ça peut être un problème. En tout cas, ça peut être un bon défi. Donc, si je fais un retour sur l'exemple de recherche que j'avais, l'utilisation du jeu d'échecs avec un pré-test post-test pour voir si ça a un effet sur la motivation scolaire. Ce que je peux vous dire sur l'attente et les attributs de l'expérimentateur et du participant, c'est possible qu'il y ait un phénomène de désirabilité sociale, que les élèves veulent surperformer ou sous-performer. Mon devis, je ne peux pas garantir qu'il va contrôler cette source d'invalidité-là. Mais dans mes interprétations de mes données, je vais pouvoir en parler pour dire comment que le projet s'est opérationnalisé. La maturation des sujets. Donc, oui, c'est possible que le fait que, je ne sais pas si j'ai fait mon projet sur 3 mois, 1 an, ça se peut que les élèves aient augmenté leur motivation scolaire parce qu'il y a une maturation affective qui s'est faite.
Donc, ils ont grandi. Bon. Mais cette maturation-là devrait se vivre de manière équitable entre les participants du groupe expérimental et les participants du groupe contrôle. Donc, ça ne devrait pas être un problème puisque quand je vais comparer l'évolution ou le rendement, en tout cas le score au niveau du test de motivation des élèves du groupe expérimental et du groupe contrôle, cette maturation-là devrait se vivre équitablement. Donc, je ne m'en soucie pas trop pour l'analyse de mes résultats. Même chose sur les facteurs historiques, sur les expériences vécues. Ça se peut qu'il y ait des expériences qui sont externes à l'intervention. Là, mon intervention, c'était jouer aux échecs dans la classe. Si c'est le kinball qui joue sur la motivation scolaire, cette expérience-là, qui est vécue à part du projet, devrait se vivre de manière équitable entre les participants du groupe expérimental et ceux du groupe contrôle et pas être un gros problème. Et même chose pour la défection des participants. On souhaite qu'il n'y ait aucun participant qui quitte le projet pendant qu'il se déroule, mais s'il y en a quelques-uns qui quittent, ça devrait se faire. Normalement, c'est des grenouilles, là, mais s'il y a un ou deux élèves qui partent du groupe expérimental, ça devrait être la même chose pour le groupe contrôle. S'il y a une trop grande défection de participants, là, ça peut être un problème pour le chercheur. Il va être obligé de gérer les données manquantes là, avec des analyses plus poussées. Et on ne le souhaite pas à personne. Donc, je poursuis avec des sources d'invalidité interne. D'autres sources, les fluctuations des instruments de mesure. Ce qu'on dit, c'est que tes instruments de mesure que tu utilises tout au long de la recherche peuvent s'user, devenir moins fiables. Cet exemple-là, c'est surtout lorsque tu observes des comportements. Donc, si c'est de l'observation, je ne sais pas moi, d'élèves dans la classe, ça se peut que l'observateur, tout au long de la journée, va se fatiguer. Ses observations ou ses annotations vont être moins bonnes plus la journée avance. Donc, ça peut nuire. Même chose si c'est dans la semaine. Le vendredi est peut-être plus fatigué que le lundi. Donc, c'est ça. Ça peut jouer sur l'analyse des résultats. Ta sélection de participants, ça, c'est lorsque tu vas créer tes groupes. Idéalement, tu fais une assignation aléatoire des participants dans tes différents groupes, mais ça ne peut pas toujours arriver. Mais la sélection des participants, juste rappeler, l'idée, c'est d'avoir des groupes homogènes. Si les groupes ne sont pas homogènes, je ne sais pas, moi, si je compare des élèves du sport-études avec des élèves du régulier ou en adaptation scolaire, ça ne sera pas la même chose. Donc, on essaie d'avoir des groupes homogènes quand on met en place un projet de recherche expérimental ou quasi-expérimental. Dernière chose, la réactivité à la mesure. Ce qu'on dit, c'est que le fait de répéter un même test peut influencer tes résultats. Si tu fais un pas pré-test, je ne sais pas, le test sur la motivation, le fait de l'avoir fait en pré-test, ça peut jouer sur ton rendement à ce test-là si tu le refais plus tard. Un exemple clair, moi, je connais quelqu'un, un pompier qui est rentré à la ville de Lévis. Il avait de la difficulté avec les tests standardisés pour obtenir un emploi à la ville. Là. Mais en faisant le test une fois, il y avait un rendement faible, mais en le répétant à chaque année, les tests pour avoir un emploi de pompier, il a fini par être très fort aux tests standardisés parce qu'il connaissait trop bien les tests, il était moins stressé. Il y avait un effet d'apprentissage qui relevait de la répétition des passations d'un même test. Ça va? Si je reviens au devis qu'on utilisait, notre projet qui voulait évaluer l'effet du jeu d'échecs sur la motivation scolaire, je peux dire que la fluctuation des instruments de mesure, je pourrais considérer que je la contrôle. Pourquoi? Moi, je n'irais pas dire j'observe la motivation en classe. J'utilise, pour les besoins de la cause, j'utilise un test standardisé. Donc, ça ne devrait pas être un problème. Ma sélection des participants. Bon, ça peut être un élément à considérer. Est-ce que j'ai des participants ou est-ce que les groupes que je vais comparer sont homogènes? L'idée de faire un pré-test, c'est très important par rapport à ça. Donc, avant de commencer mon intervention, je vais être capable de dire est-ce que mes groupes sont équivalents, est-ce qu'ils sont homogènes? Et s'ils ne le sont pas homogènes, ce qui peut être intéressant, c'est que tu peux mettre en place des analyses statistiques qui vont créer une équivalence statistique entre tes deux groupes par rapport à leurs résultats au pré-test. La réactivité par rapport à la mesure, juste dire ça se peut que j'ai un apprentissage du pré-test qui m'amène à avoir des meilleurs résultats au post-test, mais ça devrait se vivre équitablement entre mes participants du groupe expérimental et du groupe contrôle. Ça marche? Bonne nouvelle, il reste deux sources d'invalidité à parler. La régression statistique, ou ce qu'on appelle, c'est le retour vers la tendance centrale. Ça, c'est un phénomène que tu vas voir quand des élèves vont avoir un résultat extrême. Donc, un résultat très élevé, par exemple, un questionnaire. Si tu leur fais vivre ça, un même questionnaire plus d'une fois, les résultats extrêmes vont tendre vers la moyenne. Si l'élève est bon, il va rester dans les plus forts, mais il va avoir une régression statistique vers la moyenne, vers la tendance centrale. Un exemple par rapport à ça,
Beaucoup, on le voit dans les sports. Là, l'exemple que j'avais trouvé, c'est l'exemple du Canadien. Puis là, je pensais à ça, je me disais, ben, je prends des images libres de droit. C'est pas les meilleures, mais en même temps, je me disais, hey, l'image du Canadien de Montréal, un mur, ça, c'est clairement Carey Price. J'étais content quand je pensais à ça hier. Je trouve que c'est parlant. Mais un exemple de régression statistique, en 2015-2016, les Canadiens de Montréal ont fait un record historique pour le meilleur début de la saison dans la Ligue nationale pour le Canadien. 9 victoires en temps réglementaire, 0 défaite, puis 0 défaite en prolongation. On se disait, hey, c'est un record, on était très bon. Mais la situation du Canadien s'est stabilisée au fil de la saison. Il y avait une régression vers la moyenne. La mauvaise nouvelle cette année-là, c'est que la moyenne du Canadien n'était pas très bonne. En fait, le Canadien n'était pas bon. Donc, on n'a pas fait les séries malgré un excellent début de saison. Même chose, un joueur que j'aime beaucoup, là, Alexander Ovechkin. Début de sa carrière comme recrue avec 65 buts. L'année 2, 56 buts. Bon, ça va bien. La quatrième année, 32 buts. Puis là, on voyait les analystes ou les pouleurs dire hey, Alex Ovechkin, c'est un feu de paille, c'est du bois mort. Bon, ben, juste vous dire, c'est un extrême qui était vers le bas. Il y a eu une régression qui s'est. Ben, en tout cas, ça s'est stabilisé. La moyenne de buts par saison d'Alexander Ovechkin. Donc maintenant, on pense qu'il pourrait même dépasser Wayne Gretzky selon les analystes. Des exemples, là, le sport, on n'en a plus tant que ça, là, parce qu'il n'y en a plus. Il paraît que le 15 janvier, on pourrait avoir du hockey, mais en tout cas. Mais sinon, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est, vu qu'il n'y a plus de sport, c'est les statistiques de bourse, mais on pouvait le voir, justement, les statistiques de bourse, une régression statistique, un exemple, c'est tu achètes des actions Air Canada ou tout ça, ils annoncent un vaccin, boum, ça monte très fort, mais au fil des journées, tu as une régression statistique qui se fait, puis il y a une augmentation plus modérée. Ça va? Dernier point, la contamination liée à la diffusion de l'information. Juste vous dire, comme chercheur, on a le devoir de donner des informations sur la recherche qui est réalisée. C'est surtout avec le comité d'éthique, là, le fait de dire aux élèves, hey, tu vas faire un projet sur le jeu d'échecs, on veut voir si c'est bon pour la motivation. Ben, l'élève, s'il sait, hey, j'ai un projet qui va m'amener à savoir si je suis plus motivé, ben, comme je connais le thème du projet, je peux surperformer au test en sachant de quoi ça parle. Ça peut être ça. Ou d'autres exemples, c'est en disant c'est quoi le projet aux participants, ben, en sachant c'est quoi, ils pourraient vouloir déplaire aux chercheurs. Des exemples qu'on avait, c'est dans le milieu médical. Si quelqu'un apprend qu'il reçoit le placebo au lieu du vaccin pour la COVID, ben, il pourrait décider d'interagir différemment avec les chercheurs, puis les résultats pourraient être altérés un peu. Là. Ça va? Mais juste vous dire, on n'a pas le choix de dire c'est quoi l'information sur le thème de la recherche. Là. C'est des considérations éthiques, puis c'est important. Bon, maintenant, si je ramène les différents devis expérimentaux, les devis pré-expérimentaux, c'est les devis les moins rigoureux. Les devis expérimentaux, un peu plus rigoureux et expérimentaux. Chaque devis contrôle les différentes sources d'invalidité interne que j'ai parlé. Là, de ce qu'on parle ici, pour les sources d'invalidité, si on a mis un moins, ça veut dire que ton devis ne le contrôle pas, surtout dans les devis pré-expérimentaux. Si tu as un plus, tu le contrôles. Et chaque point d'interrogation veut dire pose-toi la question comme chercheur parce que ça dépend du déroulement de ton projet. Là. Donc, je vais aller assez vite là-dessus, mais je vais voir les différents types de devis de manière séquentielle. Donc, si je regarde les devis pré-expérimentaux, qu'est-ce qu'on a? Ben, en fait, c'est tous les types de devis qui vont soit impliquer l'absence d'un pré-test ou impliquer l'absence d'un groupe contrôle. Et la portée des résultats issus de ces devis-là, elle reste plus faible. Donc, si tu regardes les sources d'invalidité internes qui vont être contrôlées par ces devis-là, ben, tu en as moins. Là. Quand tu prends un devis pré-expérimental, tu portes flanc à la critique. Là. En fait, le critique va avoir du jus pour questionner la portée de tes résultats. Les devis quasi-expérimentaux, donc devis, celui que je présentais tantôt, c'est le premier, là, dans mon exemple sur le jeu d'échecs, mais devis pré-test, post-test avec groupe témoin non équivalent. Tu as un pré-test, une intervention dans ton groupe expérimental, un post-test. Tu compares les résultats au temps 2, au post-test des élèves du groupe expérimental par rapport aux élèves du groupe contrôle. Pour des étudiants à la maîtrise qui veulent évaluer l'effet d'une intervention, je pense que c'est un excellent devis qui est assez rigoureux pour une maîtrise. Autrement, tu peux utiliser des séquences temporelles. Si je regarde la séquence temporelle interrompue unique, là,
c'est si tu prends plusieurs prises de mesure, mettons, prise de mesure temps 1, temps 2, temps 3, tu fais une intervention, puis là, tu reprends d'autres prises de mesure en temps 4, en temps 5, en temps 6. Bien là, tu pourrais dire, hey, j'ai plein de prises de mesure et je vais aller voir entre le temps 3 et le temps 4 s'il y a une augmentation des résultats. Est-ce que ça a joué mon intervention? Ça va? Donc, si on regarde les différents devis, quasi expérimentaux, on peut contrôler une majorité des sources d'invalidité interne. Parfois, il y a des questionnements à se poser. Mais c'est ça, c'est au chercheur de faire son travail. Mais juste vous dire, ça reste relativement rigoureux. Surtout dans le milieu de l'éducation, parce que c'est ce qui est plus réaliste comme devis à utiliser. Dernier type de devis, les devis expérimentaux. Devis expérimentaux, c'est les devis qui ont un R dans le protocole. Là. Donc, le R, c'est l'assignation aléatoire dans les participants de tes différents groupes. Dans le milieu de l'éducation, ça peut être difficile, surtout si tu travailles avec des élèves du primaire. Pourquoi? C'est parce que tu ne vas pas jouer à pile ou face avec les élèves d'une même classe, à savoir, ah, toi, tu vis l'intervention sur le jeu d'échecs, toi, non. Normalement, ce que tu vas faire dans le milieu de l'éducation, c'est que tu vas prendre un groupe de classes, mettons de 5e année. Tu prends 10 classes de 5e année, tu leur fais vivre l'intervention, tu vas prendre un autre groupe de classes, mettons 10 autres classes de 5e année, tu leur fais vivre, non, tu ne leur fais pas vivre l'intervention, tu les impliques juste dans le projet de recherche à titre de groupe contrôle. Donc, l'assignation aléatoire des participants, c'est difficile dans le milieu de l'éducation, mais si on pouvait, ça serait le devis le plus rigoureux. Donc, si on regarde les devis expérimentaux, tu contrôles pratiquement toutes les sources d'invalidité interne là, si tu es capable de faire une assignation aléatoire des participants dans tes groupes. Mais comme je dis, dans le milieu de l'éducation, si tu réussis à faire ça, bravo. C'est ça. Donc, ça doit faire longtemps que je parle. Là. Je sens que je fatigue. C'est le temps des questions. J'arrête le partage d'écran maintenant. Ça va, Thierry? Alors, bonjour, ça va très bien, 12h39, on est dans les temps. Écoute, je regarde questions-réponses. Il y en a qui demandent si tu vas pouvoir partager ton PowerPoint. Oui, ça ne sera pas un problème. Et comment expliquer que le degré, j'essaie de voir. Le PowerPoint, je l'envoie à Sophie Goyer. Ouais, tu l'envoies à Sophie en direct et puis en direct, tu l'envoies à Sophie et puis écoutez, alors les personnes, je vous dis tout de suite, vous posez les questions dans le petit bouton Q et R, c'est plus facile que dans le chat, mais vous pouvez les poser dans le chat aussi. Alors là, je regarde dans le chat. Quelles sont les analyses statistiques qui permettent de tenir compte de l'effet maître et autres sources de biais, l'effet enseignant? L'effet enseignant, moi, je pense que ça va te prendre un projet spécifique à tout ça. Ah, c'est drôle, je vois Audrey Reynaud jaser dans le chat. Oui, l'effet enseignant, ça va être à toi de le questionner, ça dépend du projet. Si tu as beaucoup d'enseignants dans plusieurs classes, ça devrait être moins un problème. Si tu travailles avec un groupe plus restreint, là, ça va être un problème plus marqué. Là. Mais ça dépendrait du devis. Je pense que c'est du cas par cas. Moi, juste vous dire en toute authenticité, là, je ne suis vraiment pas un expert en mesure, évaluation. Je me débrouille, je suis familiarisé, mais si vous avez des questions pointues, je suggère vraiment de référer à l'expert en mesure évaluation de votre unité, de votre institution universitaire. Alors, il y a beaucoup de questions statistiques, validité interne, maturation du sujet. C'est des questions auxquelles tu souhaites répondre ou plutôt référer les gens vers… Sur les sources d'invalidité interne, si c'est justement la maturation des sujets ou tout ça, allez voir les différentes sources d'invalidité interne et référer au type de protocole de recherche que vous avez utilisé. Là, ici, nous, on avait des exemples qui donnaient 3 types de devis par, je ne sais pas, les devis pré-expérimentaux, quasi-expérimentaux ou expérimentaux, mais allez voir votre devis que vous utilisez pour la mémoire ou peut-être une thèse. Puis, selon le devis que tu vas utiliser, tu regardes est-ce que je le contrôle ou non. Puis, après ça, c'est d'être honnête. Là. En fait, il n'y a pas de jury de maîtrise ou de thèse qui va critiquer la transparence du candidat. C'est juste d'être capable de se mouiller et d'être honnête sur, selon le devis que j'ai utilisé, est-ce que la maturation a joué ou non. Ça risque de jouer sur un projet qui est sur le long terme. Mais si c'est une intervention à court terme, là, ça ne devrait pas être un problème. Puis ça ne serait surtout pas un problème dans un devis, exemple, descriptif où tu fais un portrait de ton échantillon à un temps
donné précis, là. Et donc, il y a quelqu'un qui pose une question. Vous indiquez qu'on doit essayer d'avoir des groupes homogènes. Euh, il donne par exemple sport-études versus régulier. Là, la personne dit, est-ce que ça ne devrait pas être une obligation pour respecter la méthode scientifique? Et les autres personnes, je vous invite à ne pas lever la main. Je ne peux pas vous donner le micro. Quand on est plus que 150 sur Zoom, là, si je vous donne le micro, on peut faire cracher la plateforme. Alors, vous les posez par écrit. Malheureusement, je suis vraiment désolé, mais à plus de 150 personnes, c'est complexe de donner l'accès au micro et tout. Ouais. Rapidement, pour l'idée des groupes homogènes, là, sur mon vécu je suis encore jeune chercheur, là, mais moi, ça m'est arrivé. Pour la thèse, j'avais plusieurs groupes d'élèves. Puis, j'avais justement mis les pieds dans une classe de sport-études. Je me disais, hey, je pense que ça serait une mauvaise chose. Là, on était plus dans du devis corrélationnel, mais on avait exclu les élèves du sport-études des participants. Donc, ils n'étaient pas là. Mais pour le type de recherche qu'on avait pour la maîtrise, là, évaluer l'effet d'un programme scolaire d'enseignement de jeu d'échecs. Bien, une bonne chose que tu peux faire, c'est au lieu de faire des analyses ou des tests T ou des analyses de variance, tu peux faire des ANCOVA, des analyses de covariance. Puis ça, moi, c'est ce que j'avais fait pour mon mémoire. Ça peut se trouver sur les bases de données, là, les mémoires, mais l'analyse de covariance, qu'est-ce qu'on a fait? C'est on a contrôlé une variable et la variable contrôlée était le résultat au pré-test. Donc, l'idée, ça peut être, il y a sûrement d'autres façons, mais d'essayer de contrôler ton résultat au pré-test pour prétendre à une équivalence statistique entre tes participants du groupe expérimental et les participants du groupe contrôle. Puis après ça, tu évalues ou tu lances ton test statistique, là. Merci beaucoup. On a une question. On nous demande si la vidéo sera partagée. La réponse, c'est oui. Alors, la vidéo du webinaire sera partagée. Il y a quelqu'un qui pose une question sur comment faire pour valider un programme de formation, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qu'il est possible de faire? Valider le programme de formation. Un programme de formation. OK, bien là, ça dépend. Moi, ce qu'on présentait avec la recherche expérimentale, c'est de voir s'il y avait des effets sur le plan de la validation. Ça serait quel type de validation? Je ne sais pas si c'est la validation du contenu. Est-ce que c'est un programme tu valides parce qu'il y a une traduction ou est-ce que c'est parce que tu l'appliques dans un milieu culturel spécifique? En tout cas, juste pour être clair, là, les devis qu'on présentait sur la recherche expérimentale, c'est pour voir s'il y a un effet de quelle source de validité tu contrôlerais. Mais si on parle de validation de programme, je serais mal placé, là. En tout cas, où ça prendrait peut-être des spécifications, là. Alors, j'ai une autre question. Quelqu'un qui me demande si quand les questions sont basées sur du déclaratif, est-ce que l'effet d'une action peut être de comprendre la question, ce qui brouille l'analyse, biaise la comparaison avant-après? Comment faire alors pour mesurer une évolution? Donc, quand tes questions sont basées sur du déclaratif. Okay. Donc, déclaratif dans le sens, j'annonce clairement les questions. Je ne sais pas si ça prendrait peut-être des précisions, Thierry. Oui, ben, je ne sais pas, c'est la question que j'ai. Alors, j'invite peut-être la personne qui pose la question à la poser à Thomas peut-être directement par courriel. Il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut réaliser une recherche expérimentale sans groupe témoin? Sans groupe témoin, il faudra aller voir dans les manuels spécifiques. Un élément que moi j'avais vu, puis là je le vois encore dans le PowerPoint qui est en arrière-plan, là, mais ce qui était particulier, il y a des devis de recherche expérimentale qui peuvent impliquer l'absence du pré-test. Puis là, ce qu'on peut dire, c'est que le fait d'avoir une assignation aléatoire des participants, je vais considérer que mes groupes vont être homogènes, pas besoin de faire des pré-tests. Mon assignation aléatoire, je considère qu'elle fait le travail. Je mets une intervention seulement pour le groupe expérimental et je ne le fais pas pour le groupe contrôle, puis ça devrait bien aller, là. Merci. Vas-y. Juste, tantôt, on disait, ah, la question, j'ai de la misère parce que peut-être que c'est. Je vais juste inviter les personnes. Écoutez, il y en a qui ont déjà posé une douzaine de questions sur le question-réponse. Pensez aux autres et on a un temps limité. Il ne nous reste même pas 10 minutes. Alors, limitez votre nombre de questions. Je dis ça bien gentiment. Et Thomas n'est pas un livre de statistiques. Alors, pour toutes les questions techniques, Alpha de Cronbach et tout, là, regardez plutôt les manuels officiels. Je pense que ce sera plus intéressant que de la poser comme ça. Merci. Puis, des questions qui seraient peut-être spécifiques, comme l'histoire des questions déclaratives. Au pire, peut-être envoyer un courriel en donnant la mise en situation globale.
Puis moi, je pourrais essayer de répondre en connaissant vraiment votre objet. Puis si je n'arrive pas à donner une réponse, ben, je vais consulter d'autres spécialistes pour essayer de donner un bon soutien. Il y a quelqu'un qui nous demande, quand on veut mesurer l'impact d'un phénomène sur un autre, est-ce qu'il faut absolument recourir à la méthode expérimentale? L'impact de phénomène sur un autre, donc je mets en place un Bien. phénomène, puis je vois si ça. Tu mets en place un jeu d'échecs, par exemple. Est-ce que ça a un impact sur la réussite en mathématiques ou sur la motivation, par exemple? OK, ben oui, ben là, si c'est l'impact d'un phénomène, j'appellerais ça une intervention ou une manipulation expérimentale. Ben, l'idée, c'est quand on a. En fait, dans la recherche expérimentale, c'est vraiment, je veux voir un effet ta manipulation expérimentale, c'est un peu ta variable indépendante, c'est ce que tu contrôles comme chercheur. Et ton effet, tu vas aller le voir si ça joue sur une variable dépendante, qui est ce que tu choisis comme chercheur. Là. On parle de phénomène, je dirais plus une variable dépendante, mais la variable dépendante, c'est est-ce que c'est quelque chose d'affectif? Ben, souvent, là, c'est la motivation, mais ça peut être des rendements scolaires ou ces choses-là. Donc, il faut juste voir, est-ce que je suis capable de voir si la manipulation expérimentale que je fais, la variable indépendante, est-ce qu'elle a un effet sur la variable dépendante? Puis là, c'est ça. En fait, je pense que ça serait plus facile dans les questions de parler de variable indépendante et de dépendante que de phénomène sur phénomène. Merci Thomas. Et quelqu'un demande, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les biais méthodologiques? Il y a plusieurs questions sur la réduction des biais méthodologiques dans une situation expérimentale, notamment par rapport aux attentes qu'on peut avoir comme chercheur et tout. Ah, ben, justement, moi, qu'est-ce qu'on avait fait pour ma maîtrise, mais c'était aussi d'autres projets qu'on faisait. De prendre un devis quasi expérimental, ça reste solide. Là. Un groupe expérimental, tu le compares à un groupe contrôle, idéalement un pré-test, un post-test. Mais là, il peut y avoir d'autres biais. L'exemple, la désirabilité sociale. Les élèves n'aiment pas trop l'expérimentateur, le chercheur qui s'est présenté en classe, ils peuvent sous-performer. C'est possible, mais une façon de faire qui est en dehors des protocoles qu'on a mis là, c'est de t'assurer d'avoir une sorte de procédurier de l'expérimentateur. Je m'en vais en classe, je fais étape 1, 2, 3, ou même peut-être un verbatim de comment je vais présenter les consignes pour faire en sorte que, peu importe dans les classes que je vais, j'essaie de mettre les mêmes conditions de présentation des questionnaires. Puis là, je dis un procédurier, un verbatim, surtout si tu as plusieurs expérimentateurs dans un gros projet, mais si c'est un projet plus micro, ben, d'avoir la même personne qui essaie de présenter les choses de la même façon. On a plusieurs questions aussi. Quand tu fais des recherches en milieu naturel, comment comment tu gères le contrôle des diverses variables? Mais le milieu naturel, on parle, est-ce qu'il y a une classe? Une salle de classe, par exemple, voilà. Ben, c'est ça, ce que je peux dire, c'est essayer de faire en sorte que les conditions d'administration des questionnaires, des tests soient les mêmes d'une classe à l'autre. Je vais donner une anecdote. Là. Des fois, tu ne peux rien faire. Un exemple pour ma thèse, on avait en sixième année des problèmes de proportionnalité, tu sais, des petites multiplications simples. Là. Mais sauf que dans le programme, c'est officiellement la proportionnalité, c'est au secondaire. Mais 30 classes, ça va bien partout. Une enseignante trouve que ce type de problème-là était difficile, le dit aux élèves que c'est en termes familiers trop tough ou pas de leur niveau. Puis là, j'avais une classe, les résultats, là, mais ça sous-scorait, ça sous-performait. Mais c'est parce qu'un enseignant disait à ses élèves, c'est trop dur pour vous. Les élèves croyaient ça. Puis c'était particulier, mais il n'y avait pas de contrôle. Je ne peux pas dire à l'enseignant, dis pas aux élèves que tu trouves ça trop difficile. Ça s'est passé comme ça. Puis comme chercheur, ça peut être. Je pense que l'idée, c'est d'être le plus honnête, le plus transparent possible. Puis si ça joue trop dans tes résultats, en parle dans ton interprétation. Puis, il n'y a pas, à moins de se mettre à plat ventre, là, puis se faire marcher dessus par la critique, mais c'est rare, là, les comités de révision qui vont critiquer la transparence du chercheur. Les gens vont plutôt saluer la transparence. Merci. Écoute, le temps file. Je regarde les questions. Bon, quelqu'un qui dit, est-ce que la recherche expérimentale peut fonctionner en sciences humaines? Ben, je pense que tu l'as montré dans ton intervention. Ben oui, mais en même temps, ce qui peut arriver, une anecdote, là, c'est déjà arrivé dans un colloque qu'il y avait quelqu'un qui était choqué parce que sa présentation, il me l'a dit après, là, sa présentation était tu ne peux pas utiliser de données quantitatives avec des humains.
puis un type de conférence là-dessus. Puis on me disait, ben là, toi, est-ce que tu présentes avec des humains aux sciences humaines des données quantitatives, ça ne se chiffre pas. Puis en tout cas, ça peut amener, il y a différents points de vue. On a des devis de recherche, surtout nous en éducation, pour la recherche quantitative, on se colle sur ce qui se fait en psychologie. Là. Historiquement, la recherche en éducation était plus avancée, mais pas plus avancée, à date de plus longtemps. Donc, on a repris leur protocole, puis un peu aussi les protocoles qui relèvent de la recherche médicale, mais quelqu'un qui choque parce que. Ben, qui choque, c'était ça, c'est arrivé. Là, parce que pour lui, des données quantitatives n'existent pas en sciences humaines ou avec des humains. Ben, ça se peut que tu entendes ce point de vue-là, mais c'est une opinion parce qu'il y a d'autres recherches. C'est quand même rigoureux aussi ce qu'on a, là, comme je pourrais dire, outillage ou comme documentation pour justifier de faire la recherche quantitative avec des humains. Ben, écoute, Thomas, tu as répondu avec une grande rigueur à l'ensemble des commentaires. On a presque frappé le 200 participants au tout début du webinaire. Alors, je voulais te remercier grandement d'avoir présenté avec autant d'enthousiasme et de rigueur aussi, avec des exemples très concrets, des exemples très variés. On avait des gens de plein de pays aussi qui étaient là, Thomas. Alors, les gens qui ont des questions, peut-être, ben, je les invite à te les poser, qui auraient d'autres questions à te les poser par la suite si vous le souhaitez. Nous, sur le site du CRIFPE, on va rendre disponible très bientôt la vidéo de Thomas et son PowerPoint aussi. Il faut nous laisser quelques temps. On fait un petit montage. En général, on coupe les questions à la fin. On laisse que la présentation. Alors, Thomas, je te remercie beaucoup de t'être prêté à l'exercice. C'est bien d'avoir un impact comme ça sur 200 personnes à travers le monde qui ont connu ça. Il y a plein de remerciements dans le chat qui sera enregistré. Je t'enverrai ça aussi pour toi personnellement. Voilà. Bon, ben, Écoute, au plaisir. Merci et bonne santé à toutes et à tous et de très joyeuses fêtes de fin d'année. À très bientôt. Merci Thomas. merci, bye Bonne bye. santé à toi. Bye bye.